Namise, maman, oh, viens voir. Ça me dépasse, oh. Le pays, oh, papa. De la pâte, oh. On vit des webisans tous les jours. Ça me pas chaud. Il y a des gens qui nous prennent pour des fous. Mais oh non, la mort de les... Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue dans le bœuf politique de Jackie Mwafo. Ce matin, nous recevons Michel Lobé-Etamé, qui est ingénieur en informatique, économiste en prévision et, à ses heures perdues, journaliste. Michel Lobé, écrivain également, vient de mettre sur le marché du livre un bouquin intitulé « Cameroun au chevet d'un régime à l'agonie ». Juste à côté de Michel Lobé, Médard Antep, qui est président de l'association Cœur de France Monde, qui a voulu poser une question à Michel Lobé. Je lui ai dit, ben, viens la lui poser directement en plateau. Et juste à ma droite, Nanda Lagaboua, qui est chanteuse gabonaise. Elle est venue mettre un peu de douceur dans cette émission. Et c'est surtout par elle que nous allons commencer, Nanda. Tu nous chantes quelque chose en acapella? Oui, bien sûr. Chanteuse et slameuse. Surtout. Et slameuse, ben, vas-y. Démocratie, démocratie, des mots de trop. Démocratie, démocratie, des mots en des mots. Sur les chemins de la démocratie, je me suis perdu. Sur leur chemin de la démocratie, nombreux se sont perdus. Démocratie Amazonie, démocratie à Cali, démagogie, démocratie, démon en des mots. Oh, oh, oh. On m'avait parlé de ces chemins, de ces voies qui mèneraient vers demain. On m'en avait dit que du bien, que craindre, il n'y avait rien. Alors j'ai pris ces voies. Nous les avons empruntées, les autres et moi. Mais voilà longtemps qu'on marche, qu'on marche, qu'on marche, qu'on marche sur les gens, qu'on marche sur le temps, qu'on marche sur le sang, qu'on marche sur le vent. Et depuis, c'est marcher vers nous qu'on a oublié. Sur les chemins de la démocratie, je me suis perdu. Sur leur chemin de la démocratie, nombreux se sont perdus. Sur les chemins de la démocratie, ma colombe s'est envolée. Effrayée par les bruits de canon, les coups de feu et l'humain que nous profanons, la belle s'est envolée. Elle a volé, volé, volé en miettes. Sur les chemins de la démocratie, j'ai perdu la paix. Vous m'avez dit démocratie. Non mais, démo... Quoi? Sur les chemins de la démocratie, j'avais mon précieux bijou, ce rare joyau qui jusqu'ici ornait mes jours. Dans ma course effrénée, j'ai dû glisser dans la boue et le perdre. Liberté? 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 Dis-moi, où te retrouverai-je? Dis-moi, où? Sur les chemins de la démocratie, j'ai perdu ma liberté. Vous m'avez dit démocratie. Non mais, démo... Quoi? Sur les chemins de la démocratie, j'avais mes frères, j'avais mes sœurs. Ensemble nous marchions, ensemble nous mangions. Ensemble, nous avons rencontré Monsieur Intérêt. Il a dit, ami, ami. Mais je n'ai vu que zizanie, mes frères devenus ennemis. Sur les chemins de la démocratie, nos chemins se sont
séparés. Vous m'avez dit démocratie. Non mais, démon, quoi? Sur les chemins de la démocratie, je me suis perdu. Démocratie, démocratie, des mots de trop. Merci. Bravo. Vous m'avez donné la chair de poule. C'est si profond. La Merci. poule, vous savez ce qu'on en fait? On a fait le poulet DG. Donc, c'est sûr. En slam, on applaudit comme ceci. C'est ça les applaudissements en slam. Waouh. Merci. Et en plus, vous avez une belle voix, Merci il faut à le vous. dire. Ouais. Merci. Qui porte. Merci à tous. Waouh. Bon, chers téléspectateurs, nous allons essayer de retrouver nos esprits en mangeant un petit bout, n'est-ce pas, de Mbongo Chobi. Hein? C'est le plat bassa du Cameroun. C'est pas du bœuf bourguignon, mais ça y ressemble, c'est noir. Le chef cuistot, c'est Médan Tep qui est au bout, qui nous a fait l'amitié C'est très bon. de nous cuisiner un bon Mbongo Chobi, hein, n'est-ce pas? Bon appétit sur cette table. Alors, Michel, on revient à vous. Cameroun au chevet d'un régime à l'agonie. Ce livre sort dans quelques jours en France, édité par l'Harmattan, mais nous avons choisi de faire une émission en amont de la sortie. De quoi parle ce livre que nous n'avons donc pas encore? Je crois que le titre à lui seul suffit à définir ce que j'ai voulu, après, avec un grand espace d'observation porté sur un livre. C'est-à-dire que j'ai choisi ce titre délibérément parce qu'à mon avis, il n'est pas accrocheur, mais il est le symbole même de la situation politique, de la situation économique, de la situation sociale que nous avons au Cameroun. Ce livre est en quelque sorte un bilan qui part de l'année 60 où nous accédons à l'indépendance. Un bilan politique alors, hein? Un bilan politique et économique. Et social aussi, il ne faut pas l'oublier. Parce que aujourd'hui, on ne peut pas parler de politique si on ne parle pas de social. Ce sont deux mots qui vont de pair. Donc, ce bilan, à l'observation de ce qui se passe actuellement, il met au grand jour deux présidents qui ont eu à assumer la fonction suprême au Cameroun, à savoir Amadou Ahidjo au départ et Paul Biya qui lui a succédé. Donc Amadou Ahidjo jusqu'en 1982 et Paul Biya de 82 jusqu'à ce jour. Jusqu'à ce jour où nous sommes à la veille d'une autre élection. À la veille de l'élection du 7 octobre au Cameroun. J'ai donc essayé avec un œil extérieur de porter un jugement objectif et non partisan, je précise objectif. Je ne cherche pas moi à jeter l'opprobre sur quelqu'un. Je cherche tout simplement à expliquer pourquoi les politiques d'Ahidjo à Biya n'ont pas porté au Cameroun l'espérance que la jeunesse attendait. Il faut dire que dans un premier temps, le président Ahidjo a été confronté à une guerre pour pacifier le Cameroun. Et que cette guerre est venue à bout de ses enfants, de ses héros, que nous appelions dans le jargon courant des maquisards, alors qu'en vérité c'était des nationalistes. Et des résistants. En France, on les appelle des résistants. Des résistants. Mais en Afrique, ce sont des maquisards. Voilà. Ah, d'accord. Mais c'était le vocabulaire colonial et à l'époque, on ne pouvait pas utiliser notre vocabulaire. Mais à la fin de cette guerre qu'on peut situer aux années 1970, Ahidjo a beaucoup travaillé pour apporter à son pays une aisance matérielle, un équilibre social et psychologique. Il y a eu des créations d'entreprises, il y a eu du travail, il y a eu la mise en valeur des richesses endogènes, plus particulièrement l'agriculture. Le Cameroun mangeait à sa faim. Leur verre.
non seulement le Cameroun mangeait à sa faim, mais le Cameroun était devenu le grenier de l'Afrique centrale, le porte-drapeau de toute l'Afrique centrale. Donc, le pays a développé une agriculture qui s'exportait en denrées africaines dans les pays limitrophes qui sont le Gabon, la République du Congo, la République centrafricaine et le Tchad. Ce qui fait que Ahidjo était respecté de ses pairs. Il était respecté de ses pairs et ceci lui donnait l'occasion de faire nommer ses compatriotes à des postes de responsabilité à l'intérieur non seulement de l'Afrique centrale, mais de l'Afrique en général. Comme William Etekembouma par exemple, qui fut à la tête de l'OUA. Voilà un exemple. Voilà. Donc je fais ce bilan et j'en arrive à la conclusion que Ahidjo a réussi son pari économique, mais il a raté son pari politique. Pourquoi? Il n'a jamais admis le multipartisme. Ce multipartisme qui était pour lui quelque chose d'inacceptable. Par contre, matériellement et sur le plan politique du pays, il y avait une évolution sociale. Les langues commençaient à se libérer au moment où ils partaient du pouvoir. Mais ne peut-on pas tout simplement dire, sans vous couper, ne peut-on pas tout simplement dire que à l'époque d'Ahidjo, le moment n'était pas propice pour libérer la parole en Afrique, pour l'avènement du multipartisme, le peuple n'était pas assez éduqué. Ne peut-on pas penser ainsi? Vous savez, la liberté, c'est quelque chose qui se cultive, surtout dans les colonies où on a incrusté dans nos cerveaux l'obéissance, la servitude. Ahidjo, c'était pas son souci. Son souci, c'était de diriger d'une main de fer. Et je crois que sur ce plan, il a fait beaucoup de prisonniers politiques. Il ne faut pas l'oublier. Non seulement il y a eu beaucoup de prisonniers politiques, mais il y a eu aussi beaucoup d'assassinats politiques. On avait une police à cette époque qui était rude, qui était brutale. Une police qui n'avait pour seul objet que d'éliminer physiquement tout ce qui s'opposait à la politique d'Ahidjo. Mais lorsqu'on sait qu'un monsieur comme Roland Félix Moumié, qui était un nationaliste dur, fut empoisonné à Genève par les services secrets suisses et français, ne peut-on pas dire qu'on a imputé certains crimes à Ahidjo alors qu'il n'en savait rien? Il était quelqu'un qui était tout simplement informé de ce que ceux qu'il avait placés là voulaient faire ou faisaient. C'est une moitié de réponse à la situation qui prévalait à cette époque. Lorsque la France décidait, ou lorsque l'équipe Ahidjo, qui était conseillée par des Français, prenait une décision. Formé, conseillé, nourri, habillé, tout. En fait. on ne peut pas impliquer les uns et laisser les autres. Voilà. Donc c'est tout un système. C'était le système colonial et le système post-colonial, puisque nous étions déjà indépendants. Chers téléspectateurs, je ne suis pas défenseur d'Amadou Ahidjo, j'essaie de poser... La responsabilité est commune. Elle est partagée entre la France, qui apprenait à Ahidjo à gouverner, qui l'a placé là d'ailleurs. Qui l'a placé, qui a mis en place des projets pour éradiquer la contestation. Cette éradication a poussé à des crimes d'État qui aujourd'hui, avec du recul, n'auraient pas dû avoir lieu. Donc Ahidjo, en quittant le pouvoir, il aurait pu sortir par la grande porte en libérant tous les prisonniers politiques qui occupaient encore les prisons telles que Tcholiré, qui était de renommée en Afrique. C'était des prisons que l'on redoutait. C'est-à-dire que c'était le Guantanamo du Cameroun, en fait. Voilà. Rien que l'évocation du nom de cette prison remettait tout le monde dans sa coquille. Mais sur le plan économique, il faut reconnaître que Ahidjo a mis en place des structures, en créant des écoles, en mettant en place une administration postcoloniale qui revalorisait les Camerounais. Qui fonctionnait. Sa politique consistait à camerouniser les postes laissés par les colons. Or, aujourd'hui, j'anticipe oui, vous allez avant l'époque de Biya,
on voit qu'aujourd'hui, les Camerounais ont perdu tous ces postes. Pourquoi? Parce que ces sociétés ont été privatisées et beaucoup ont mis la clé sur le paillasson. Ce qui fait que les sociétés étrangères qui arrivent au Cameroun aujourd'hui, elles viennent avec leur personnel. Les Camerounais ne peuvent se contenter que des petits postes. Aujourd'hui, la politique de camerounisation est un échec. Un échec sur tous les plans. Donc nous perdons de notre liberté. Nous parlons là d'un pays qui a le plus grand nombre d'intellectuels au kilomètre carré en Afrique noire, hein, ou bien en Afrique francophone au moins. Hein. Là encore, c'est un autre problème. Nous en parlerons un jour peut-être. Nous en parlerons en aval de la discussion, le problème des intellectuels au Cameroun. Mais pour revenir à notre sujet, Aïdjo a laissé un Cameroun équilibré. Et prospère, on peut dire. Le mot prospérité peut être utilisé. Il a laissé un Cameroun équilibré et la prise en main de la fonction de président par M. Paul Biya a été saluée par la presse étrangère et par tous les Camerounais. Vous aviez aussi chanté « Il est né l'eau divine enfant ». Vous l'aviez chanté à l'époque vous aussi? Je laisse chanter, nous l'avons tous chanté. Pourquoi? Parce que c'était un chant commun, mais pas parce que... Non, mais le samedi 6 avril 1982, lorsque M. Biya prête serment, est-ce que vous l'aviez chanté cette chanson? Je n'étais pas au Cameroun malheureusement. Nous l'avions chanté. Mais je dois avouer que l'arrivée de Biya au pouvoir a été saluée comme salutaire. Tout le monde a été heureux de voir un jeune président, un homme jeune. Il n'était pas vieux d'ailleurs. Beau, il était beau en plus. Hein. Qui sortait des grandes écoles en France, qui arrivait au pouvoir et qui ne traînait pas de casserole, contrairement aux hommes politiques en Afrique. Et il était sain de corps et d'esprit. Il tenait de très beaux discours. Je peux vous redire son discours du mardi 18 janvier 1984. Je me représente à vous comme le candidat du renouveau national. J'ai décidé de solliciter plus que jamais votre soutien, un soutien massif à la mesure de l'engagement à prendre, quelque chose dans le genre. Tout le monde était aux anges, mais aujourd'hui, faites son bilan, Monsieur Lobé. Moi, je crois d'ailleurs que, sans revenir au discours que vous tenez, qui est plus ou moins captif, les slogans de Biya étaient très révélateurs de ce qu'attendaient les Camerounais, à savoir la rigueur et la moralisation. La rigueur et la moralisation, pourquoi? Parce que Biya avait observé en tant que Premier ministre et collaborateur le plus proche du président de la République ce qui se passait au Cameroun. Il y avait déjà un début de corruption, mais au bas de l'échelle. Donc la corruption au Cameroun ne faisait pas partie de l'essence de notre société. La corruption, elle se faisait en douce. Parce que le président Aïdjo était très sévère sur ses actes. Ceux qui ont osé les premiers mettre la main sur les deniers publics étaient aussitôt renvoyés de leur poste. Censurés. Ils étaient censurés par l'État, ils étaient en prison. Donc les gens avaient peur. Quand Biya est arrivé, avec son slogan de moralisation et de rigueur, on s'est dit, c'est quelques brebis galeuses, on va les mettre à leur place. On voyait en Biya, je ne dirais pas le divin enfant, comme vous le chantiez tout à l'heure, on voyait en Biya un homme nouveau, avec une politique nouvelle, qui s'inspirerait de ses acquis intellectuels, à savoir la démocratie. Oui, on peut le reconnaître, même si elle est de façade, Biya a apporté une certaine démocratie. Je dois reconnaître, et beaucoup comme moi le feraient aussi, que à son arrivée, il a libéré tous les prisonniers politiques qu'Amadou Aïdjo avait abandonnés ou oubliés dans les prisons. Et ça a été une très grande étape vers la démocratie. Cependant, en libérant les prisonniers et en libérant la parole, les partis politiques se sont créés. Ça a été un peu forcé, vous savez. J'étais au Cameroun en ce moment-là. Ça n'a pas été facile. Je revois Emma Basile, qui était délégué du gouvernement du centre, qui faisait une marche contre le multipartisme au Cameroun. Donc ça a été poussé, hein. Ça n'a pas été aisé, l'avènement de la démocratie et du multipartisme non plus. Et même la démocratie, ce n'est pas Biya, c'est Mitterrand. Ça s'est passé à Vitel.
Ben voilà. Il y a beaucoup de sons de cloche. Il y a beaucoup de sons de cloche. Il n'y a même pas son, hein. Il y a beaucoup de sons de cloche qui disent que c'est pas Biya. Ce n'est pas Biya qui apporte la démocratie au Cameroun. Je ne partage pas cet avis. Mais il est bien de le dire. Il est bien de le dire. Parce que, à mon avis, Biya était le président de la République. Voilà. Il dirigeait ce pays avec une équipe qu'il venait d'organiser. Il aurait pu s'opposer ou donner une démocratie au compte-gouttes. Il ne pouvait pas. Il n'avait pas le choix avec Mimi, avec Mitterrand, et on n'a pas le choix. On fait tout ce qu'on veut, c'est qu'il dit. Sinon, on se retrouve comme Sankara. Il avait dit à Vittel, maintenant monsieur, vous allez faire comme ça, et puis c'est tout. On obéit à son maître, et Biya n'a fait qu'obéir à son maître. Biya, ce n'est pas de gaieté de cœur qui vous dit, voici la démocratie, allongement, les enfants, tout est mignon, tout est gentil. C'est Mitterrand qui le leur a imposé, point. Alors ils ont fait ça, alors ça a été avec des pincettes. C'est Mitterrand qui leur impose. Je ne peux pas dire non, mais il faut reconnaître aussi que... Une forme de démocratie à l'africaine. Ce programme vous est proposé par Deviseo Fret, spécialiste du transport international Afrique, Dom-Tom, Océan Indien. Retrouvez-nous sur www.deviseo-fret.com. Téléphone +33 139 85 14 23. Il faut dire que si Mitterrand a imposé une forme de démocratie à l'africaine, ou comme Chirac qui disait, l'Afrique n'est pas prête à la démocratie. Il a dit ça dans un avion en revenant de Douala. Il faut le dire que c'est ce même Mitterrand qui mettra en place une stratégie avec la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso pour éliminer Thomas Sankara. Donc on ne peut pas être un démocrate d'un côté et ne pas l'être de l'autre. Non, personne n'a dit que Mitterrand était un démocrate. Je peux vous dire que même mort, il continue de me faire peur, François Mitterrand. Donc, je n'ai jamais... Personne ne le pense. Mais bon, moi, la démocratie, je la mets au compte de Biya. Pourquoi? Qu'est-ce qu'on trouve dans votre livre? Dans votre livre, vous parlez de la démocratie qu'on peut mettre au compte de Biya. C'est bien cela? C'est ce que j'essaie de faire comprendre, que Biya porte quand même quelque part, je dirais, le fruit de la démocratie de façade que nous avons au Cameroun. Par contre, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que cette démocratie, comme je dis, de façade, n'a pas servi à grand chose. Elle n'a jamais changé le climat politique au Cameroun. On a toujours une police qui est rigoureuse, qui est brutale. Donc, la vocation première est d'écraser tout ce qui est opposition. Même si on n'écrase pas physiquement l'opposition, on met en place toutes les structures pour que celles-ci n'apparaissent jamais au grand jour. C'est pour ça qu'aujourd'hui, dire qu'il y a une opposition au Cameroun est un leurre, de mon point de vue. Pourquoi? Parce qu'elle est affaiblie socialement, elle est affaiblie économiquement, elle est affaiblie politiquement. Et en plus, Biya, qui est quelqu'un de très malin, lors des élections, il a toujours mis des candidats dits putatifs. C'est-à-dire des candidats qui n'ont rien à faire là. Les fabriquer, vous voulez dire? Sur mesure, mais pour troubler le jeu politique. Pour troubler le jeu politique. Alors, dans quelques jours, il y aura des élections présidentielles au Cameroun. Pour vous, qui paraît à vos yeux comme un préfabriqué? Lequel des candidats des 9 paraît comme un préfabriqué? Il n'est pas de mon devoir de discréditer les candidats parce que ce que je dis doit tenir sur des preuves. Et moi, je n'ai pas ces preuves. Pour moi, je pense qu'il y a 8 candidats, que tous ces 8 candidats ont leur chance, mais que, malheureusement, les dés sont pipés d'avance. Pourquoi les dés sont pipés? Nous savons bien que le jeu du bourrage des urnes au Cameroun est devenu un exercice national. Donc le résultat ne surprendra personne. Ce n'est pas qu'au Cameroun, je connais un pays voisin où dans un village, 99,99% de personnes ont voté pour quelqu'un. Ouais, vous parlez du Gabon. Non, je n'ai pas cité de pays. Je vois même ça, 22%. Ah bon, voilà. Oui, parfois on dépasse. Je déclare que je n'ai rien dit, il faut me laisser. C'est pour cela que je me tiens à dire que ce sont des simulacres d'élections. Malheureusement, nous sommes obligés de les supporter encore. J'estime, moi, que lorsqu'on a 86 ans, lorsqu'on a dirigé un pays pendant 36 ans, on doit pouvoir passer la main. Et lorsqu'on nous a fait depuis 1962, par là, quand même, hein, ça fait... Il est arrivé dans la machine politique en 1962, M. Biya, non? Le Premier ministre? Non, pas Premier ministre, mais il était déjà directeur de cabinet de quelqu'un. De William Etekimboma. C'était le premier poste qu'il occupait quand il est rentré. quelque chose, non? Oui, quand il est rentré d'Europe. Ça fait en moyenne 50 ans qu'il est dans les affaires. Hein?
Il est dans les affaires depuis 62. 62, je me suis pas censé. Ouais. Ben voilà. J'estime qu'il a fait la preuve de son incapacité à développer le Cameroun et qu'en conséquence, il serait logique, il serait même heureux de sa part de passer le témoin pour qu'une nouvelle équipe arrive aux affaires. Car aujourd'hui, le Cameroun n'est pas à sa place. N'oublions pas que le Cameroun avait une économie intermédiaire sur le plan mondial au moment où Adio quittait le pouvoir. Le Cameroun aidait financièrement la Corée du Sud et la Chine. Le Cameroun était plus développé que la Corée du Sud. Et les aider financièrement. J'ai noté. Aujourd'hui, aller là-bas pour les financer. Aujourd'hui, non seulement nous ne sommes plus une économie intermédiaire, mais nous avons eu à subir la honte, le mépris des institutions de Bretton Woods qui nous ont demandé de passer à l'échelon de pays Caporal. pauvres, très endettés. Si ce n'est pas une insulte, qu'est-ce que ça peut être? Et le Cameroun est fier de dire régulièrement, nous avons satisfait toutes les conditions des PPTE. Mais pour satisfaire ces conditions, qu'est-ce qui s'est passé? Les entreprises ont été nationalisées très souvent au franc symbolique. Elles ont été liquidées. ONCPB. Sans tenir compte des conséquences sociales que cela entraînait. Il y a eu le chômage. Il y a eu la précarité économique. Imaginez-vous quelqu'un qui travaille, qui est un cadre moyen, qui envoie ses enfants à l'école, qui se retrouve à la rentrée sans la possibilité de pouvoir leur payer les écoles. Vous avez oublié les baisses et rebaisses de salaire. Sans compter les salaires qui ont été contractés. Tout cela au nom des critères PPTE. Ce qui fait que la classe moyenne du Cameroun qui consommait déjà, donc qui participait à la croissance économique, parce que toute croissance économique est tirée aussi par la consommation. Ces cadres aujourd'hui ne consomment plus. Il est impossible de concevoir une société qui se développe s'il n'y a pas une classe moyenne qui consomme. Et c'est ce drame que nous vivons au Cameroun. Donc, il est tout à fait logique que nous puissions dire aujourd'hui, et avec certitude d'ailleurs, que à la manière où le Cameroun est dirigé, après 36 ans de pouvoir, Biya n'a pas à solliciter 7 années supplémentaires. Parce que ce qu'il n'a pas fait en 36 ans, il ne le fera pas en 7 ans. Et puis il y a le problème de l'âge. Aujourd'hui, physiquement, physiologiquement, il est moins fort, mentalement et physiquement, pour pouvoir diriger un pays qui est en pleine ébullition, un pays où la jeunesse voudrait monter au créneau, un pays où la jeunesse voudrait travailler, au moment où la jeunesse voudrait apporter quelque chose au développement du pays. Un pays dans lequel la jeunesse fabrique des drones, fabrique des systèmes de sécurité qui empêchent les vols de voitures, fabrique des coffres-forts. C'est cette jeunesse que M. Biya veut encore diriger. Alors, pour vous, il faut donc qu'il passe la main. Je crois que ce serait une solution, pas seulement sage, mais une solution, à mon avis, qui réjouirait beaucoup de Camerounais qui attendent autre chose que ce cercle autour de Biya. Donc, l'objectif premier est malheureusement de se servir au lieu de servir le pays. Alors, je sens que mes dents brûlent, ils brûlent comme un bon bassin. Vous avez le timbre sur vous déjà? Pour porter plainte. Si je vous donne pas la parole, je risque de me trouver devant le juge. Allez-y, monsieur, mes dents. Je voulais dire au grand frère que passer les témoins. Passer le témoin, c'est bien de passer le témoin, mais attention. Ce n'est pas une bonne chose de passer le témoin. Il faut qu'il soit battu par les élections, arrêté et emprisonné et jugé. Attention, sinon on va dans le laxisme. N'importe qui peut venir au Cameroun, faire n'importe quoi, et puis je passerai le témoin quand je voudrais bien. Parce que 36 ou 38 ans de gouvernance archaïque et médiocre, dans une médiocrité invraisemblable, dans le tribalisme invraisemblable, déjà le Cameroun, il y aura des coups de feu, vous le savez très bien. Parce que en tant que président, vous êtes président de la République et que vos frères sont tous
des gens de votre tribu et que vous vous amusez à mettre derrière un général vos frères comme du temps colonel ou machin, on sait comment ça marche, on sait comment ça va finir. Les bêtis aujourd'hui au pouvoir ne sont pas prêts à laisser un non-bêtis prendre les règnes. Parce qu'ils savent très bien ce qui va se passer. Et ça c'est connu, c'est 1 + 1 = 2, c'est pas égal 10. Il faut appeler un chat un chat. Le Cameroun n'aime pas qu'on lui dise la vérité. Aujourd'hui, si c'est pas un bêtis au pouvoir, Yaoundé sera à feu à sang et c'est les Bamileke qui vont payer. D'ailleurs, comment il s'appelle notre Esso, Laurent Esso est allé voir les Bamileke il y a 3 jours. Pour un petit mot Bamileke, attention à vos commerces. C'était un avertissement diplomatique. Disant aux millionnaires Bamileke de Douala, ça s'est passé il y a 3 jours. Hein. Je ne raconte pas l'histoire. Et Laurent Esso était là avec tous les Bamileke de Douala, de l'Ouest. On leur donne un avertissement. N'oubliez pas, si ça se passe mal, on sait où sont vos affaires. Vous avez compris. Et d'abord, pour moi, il faut changer la capitale du Cameroun. Parce que l'homme bêtis croit que tant que la capitale est à Yaoundé, c'est eux qui vont mener les règnes. Parce qu'il serait difficile à une autre ethnie de prendre les pouvoirs là. Hein. Parce que là-bas, là, ça blague pas. Il faut appeler un chat, on les connaît, on connaît leur mentalité. Biya, s'il veut laisser le pouvoir, il va laisser ça à un bêtis. Ou l'armée même, ils vont faire un faux coup d'état de palais. C'est un bêtis, c'est les bêtis qui vont gouverner le Cameroun. Tant que la capitale est à Yaoundé. Moi, c'est ma position, c'est mon point de vue. Tant que la capitale, il faut changer de capitale. Je comprends ta radicalité. Cependant, je la partage. Non, je ne suis pas radical. Hein. Non, mais chacun a le droit de s'exprimer sur voilà. C'est pour ça que je dis, je comprends sa radicalité, je ne la comprends pas. Tout simplement pourquoi? Parce que nous connaissons très mal les Camerounais. On a l'impression qu'aujourd'hui, ils sont devenus laxistes, qu'ils sont devenus feignants, qu'ils sont très éloignés de la chose politique. Mais n'oubliez pas que lorsqu'il y a eu cette tentative de coup d'État au Cameroun, en 84, 1984, le 6 avril, oui. Le 6 avril. Tout le Cameroun s'est positionné derrière Biya. Oui. Ça veut dire que la solidarité existe au Cameroun. Elle existait. Non, attends, on va y arriver, La solidarité, ça a tourné, elle existait. Et il ne faut pas oublier non plus que les Camerounais sont très solidaires. Ils ne sont pas solidaires tout simplement parce que ils défendent des intérêts communs. Mais depuis la colonisation à nos jours, il y a eu beaucoup de brassage de la population. Aujourd'hui, quand on parle d'un Bamileke ou d'un Bassa, il a un parent douanier, il a un parent Iwondo, il a un parent machin. Comme le disait Georges Moni ici, il ne connaît pas une seule famille à Douala qui n'a pas de sang étranger. C'est ce que Georges Moni... Donc, quelque part, ne serait-ce que par le mariage, par le brassage des populations, nous formons une seule et même république, un seul et même peuple. Mais Essingang ne le voit pas ça comme ça. Non, ça c'est un groupuscule. C'est un groupuscule, à mon avis, formé de sangsues. Et ces sangsues, pour s'en débarrasser, ce sera très facile dans la mesure où ce sont des poltrons. Pour s'en débarrasser, on aura besoin d'abord de l'armée française. Non. Avant d'arriver à l'armée française, je crois qu'il faut être objectif. Moi, je ne vois pas les choses de manière très fataliste dans la mesure où je dis que le Cameroun est mentalement solide. S'il est vrai qu'aujourd'hui, nous avons privilégié nos ventres plus que de privilégier nos esprits, je disais tout à l'heure qu'il ne faut pas dissocier le corps et l'esprit. Aujourd'hui, le Camerounais ne pense qu'à manger. Parce qu'il a faim. Il y a plus de bars au Cameroun que de Camerounais désormais, j'ai l'impression. Il faut aussi dire que le plus grand employeur au Cameroun, est une brasserie. Donc, qui appartient à qui? C'est à Castel. Pierre Castel, il faut bien le dire. C'est très symbolique. D'ailleurs, on parle depuis quelques jours, Pierre Castel. Il faut donner la chance aux Camerounais qui ont cette créativité débordante dont l'État aujourd'hui ignore. Je crois que c'est très important. Nous avons aussi créé, nous aussi, les Camerounais, on a aussi créé notre bière. Hein. On a nos gars de l'Ouest qui ont créé aussi. Mais il ne faut pas leur faire de la pub, ils n'ont pas versé les sous à JMTV+. Non, ils sont Camerounais. Ils sont Camerounais, moi je viens avec moi. Donc moi je ne désespère pas, je suis plutôt optimiste en disant que le Cameroun peut changer de politique de manière pacifiste. Tu parlais, cher ami, des bêtis. Mais moi, je me sens bêtis. Oui. J'ai été élevé, j'ai fait toute mon école primaire
J'ai fait toute mon école primaire à Yaoundé, au quartier Lonka, où je suis reconnu comme un enfant du pays. Donc un Béti, je ne crois pas qu'un Béti se sente plus Béti que moi. Non. Je crois que nous avons tous quelque chose de commun. C'est ce brassage qui ne dit pas son nom, mais qui a porté et qui permet aujourd'hui de dire en toute liberté que le Camerounais est mature. La guerre, c'est pas son souci. Le souci du Cameroun aujourd'hui, c'est le développement. Il faut que le nouveau régime qui prendra le pouvoir, si Biya n'est plus là, se dise qu'il est important de développer notre pays. Et pour cela, il pourra faire adhérer tous les Camerounais derrière lui. Et qu'on mette fin à ce tribalisme organisé. Par qui? Par le système Biya. Par le pays organisateur. Non, il faut le dire. Non, pas le pays organisateur. Aujourd'hui, le tribalisme existe tout simplement pourquoi cette petite clique qu'il y a autour de Biya cherche à ostraciser tout le monde pour se servir. Et surtout le Bamileke, on a l'impression. On ne peut pas dire surtout les Bamileke. Il y a 3 jours. Les Bamileke se débrouillent encore très bien sur le plan économique. Mais si vous prenez les Bassa, moi je suis passé dernièrement par Edea. Il n'y a rien là-bas. J'ai vu Edea et j'ai vu Ezeka. Ce sont des villes fantômes. On n'en parle pas. Ce sont des vagabonds. Alors, on n'en parle pas. Vagabonds. Si on passe à Bafoussam, on voit des progrès. Mais ces progrès, on ne le doit pas à l'État. On le doit au dynamisme des Bamileke. Sur les chemins de la démocratie, je me suis perdu. Sur leur chemin de la démocratie, nombreux se sont perdus. Démocratie Amazonie, démocratie Akali, démagogie, démocratie, démon en démon. Oh, oh, oh. Merci à GMTV+. Continuez de donner la parole à ceux à qui on la refuse.